Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la santé mentale à destination des professionnels au contact de personnes qui rencontrent soit des problèmes de santé mentale, soit des troubles psychiques. Ces webinaires sont initiés par Monsieur le préfet Éric Pélisson de la région Occitanie en charge de la prévention de l'exclusion et de la lutte contre la pauvreté, en partenariat avec la région académique Occitanie et également avec l'aide de la Fédération Santé Mentale France. Je suis Claire Leroy-Attala, je travaille pour la Fédération Santé Mentale France. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur les sujets d'insertion sociale et professionnelle des personnes qui vivent avec des troubles psychiques ou en situation de handicap psychique et sur les thèmes du rétablissement et de la lutte contre la stigmatisation en psychiatrie et plus récemment auteur d'un livre sur les troubles psychiques au travail. Donc très heureuse de tous vous accueillir aujourd'hui, très nombreux. Merci de votre participation, de votre présence. On voit que vous venez d'un peu partout en France. Sachez que vous êtes plus de 1600 à vous être inscrits pour ce webinaire et pour les autres webinaires organisés par la région et la Fédération Santé Mentale France. Et on est très heureux de l'intérêt et de votre contribution à cette réflexion, en tout cas, sur comment faire pour mieux prendre en compte les problèmes de santé mentale et lutter contre la stigmatisation. Alors, comment va se passer notre webinaire du jour? Il va se dérouler en 3 temps. Un premier temps de rappel sur les enjeux de santé mentale et plus particulièrement chez les jeunes. Et puis, très rapidement, je passerai la parole à nos 3 invités du jour que je remercie grandement d'avoir accepté d'être là aujourd'hui, car sachez qu'ils ont des agendas absolument chargés, mais ils ont quand même accepté de prendre le temps de préparer cette rencontre et surtout de partager leur expérience, car à eux 3, mais également en partenariat avec la ville de Toulouse, ils ont monté un programme de sensibilisation sur la santé mentale à destination des jeunes, de jeunes lycéens. Et donc, pour en parler, on a le plaisir d'écouter Gilles Biarc, qui est psychologue à l'hôpital Gérard Marchand à Toulouse, et qui a été un des initiateurs de ce programme de sensibilisation. Également Nathalie Aoustin, qui est vice-présidente de la Fédération Santé Mentale France, qui intervient depuis plusieurs années dans des lieux de soins et d'accompagnement en santé mentale et qui est administratrice de 2 groupes d'entraide mutuelle, qui nous donnera des éléments là-dessus et nous parlera de la manière dont elle s'est engagée sur ce programme-là et s'appuie sur son parcours et son expérience pour sensibiliser les jeunes. Et puis Virginie Giffard a bloqué dans son agenda, dans sa journée, 1h30 pour nous, car les journées de Virginie sont particulièrement occupées puisque vous êtes conseillère pédagogue, conseillère principale d'éducation, CPE, au sein du lycée Fermat à Toulouse et vous êtes particulièrement engagée dans ce projet de sensibilisation car très alerte, j'ai envie de dire concernée par les enjeux de santé mentale des lycéens que vous accompagnez depuis plusieurs années dans votre lycée, donc en recherche de réponses par rapport à ces enjeux-là et vous nous expliquerez comment vous avez déployé ce programme dans votre établissement. Merci infiniment à vous 3. Et durant nos présentations, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat et on prendra un vrai temps à la fin pour y répondre au mieux, peut-être pas à toutes vos questions parce que vous êtes très nombreux, mais en tout cas, on fera au mieux pour prendre un certain nombre de questions et permettre à nos invités d'y répondre. Voilà, vous savez tout sur le programme de cette rencontre de ce matin. Sans plus tarder, on va démarrer afin de pouvoir prendre le temps de donner la parole à tous nos invités et de répondre à vos questions. Alors,
pour démarrer, quelques éléments de rappel sur la santé mentale et les enjeux de santé mentale, plus spécifiquement des jeunes. Pourquoi on parle de la santé mentale des jeunes? Parce que je pense que vous n'êtes pas passé à côté d'un certain nombre d'informations qui nous alertent sur une dégradation globale de la santé mentale des jeunes et notamment en comparaison à l'avant-Covid. Donc, on va en parler un peu plus précisément, mais peut-être avant de démarrer sur les enjeux pour les jeunes, se rappeler qu'est-ce que c'est cette santé mentale et finalement qu'est-ce que l'on met derrière cette notion-là et quelle est la différence avec les troubles psychiques, qu'est-ce que ça signifie être en bonne santé mentale ou avoir des problèmes de santé mentale. L'OMS nous parle de santé mentale dans ces termes. Il nous dit qu'est-ce que c'est la santé mentale? La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette définition de la santé mentale, elle est intéressante à plusieurs titres. Il me semble qu'elle nous éclaire sur le fait qu'il y a une gradation dans ces enjeux de santé mentale. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'individu et de sa subjectivité et de son ressenti. C'est-à-dire que c'est un état de bien-être que l'on ressent et qui est propre à chacun. Et elle nous dit quoi? Que c'est cet état de bien-être qui nous permet de nous réaliser, de mener notre quotidien. Et donc, être en bonne santé mentale et ressentir un état de bien-être, c'est pas forcément ne pas avoir de problème, ne pas être dans un monde dans lequel il n'y aurait pas de difficultés, mais c'est plutôt ressentir de la confiance et des ressources pour faire face aux difficultés inhérentes de la vie auxquelles on doit tous faire face dans notre quotidien et selon les étapes de la vie. Et puis, elle nous donne cette définition que être en bonne santé mentale, c'est travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, c'est aussi de développer des stratégies pour pouvoir mobiliser ses compétences, participer à un effort collectif et mettre nos savoir-faire, notre temps, notre énergie au service de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est de l'ordre du collectif, de l'intérêt général, et donc une manière de prendre notre place aussi dans la société. Ce que je trouve intéressant dans cette approche-là, c'est de s'apercevoir que la santé mentale, du coup, quand on regarde cette définition, c'est pas quelque chose qui est purement médical, qui est une définition finalement sanitaire autour de symptômes, et c'est une définition qui nous invite chacun de nous à nous s'interroger sur nos ressentis, nos stratégies de vie au quotidien et la manière dont on prend notre place dans la société. Donc ça nous parle de quelque chose qui est plus grand que quelque chose qui serait purement médical. Ça nous parle de finalement quelque chose qui est de l'ordre de la vie quotidienne et de la place dans la société. Et puis, qu'est-ce que nous dit l'OMS? C'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Pourquoi l'OMS nous dit ça? C'est parce que on a eu finalement des politiques de santé publique ces 30 dernières années qui mettaient principalement l'accent sur la santé physique. Et on est tous assez au fait des enjeux et des messages de santé publique autour du fait qu'il fallait essayer de ne pas fumer ou de consommer de l'alcool parce que ça mettait en risque notre santé, qu'il fallait manger des fruits et légumes, qu'il fallait faire 10 000 pas par jour, qu'il fallait à une époque boire du lait. Et on a bien intégré un certain nombre de messages de santé publique en prévention finalement de notre santé, mais de notre santé physique, c'est-à-dire ne pas vieillir en bonne santé, éviter les accidents, prévention de difficultés physiques. On a beaucoup moins parlé de la promotion de la santé mentale et de la prévention de la santé mentale et de dire que c'était tout aussi important que notre santé physique et que finalement être en bonne santé, c'est à la fois être en bonne santé physique dans notre corps, mais aussi dans notre psyché, de pouvoir être dans ce ressenti de bien-être où on se sent en pleine capacité de faire face à la vie quotidienne. Et on est un peu aujourd'hui en train de rattraper ce retard de messages de santé publique, d'où le fait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus dans les messages, dans les communications et même dans les politiques publiques
puisqu'on vient d'annoncer que la santé mentale sera la grande cause nationale 2025, le fait que c'est important de prendre soin aussi de sa santé mentale, tout autant que de sa santé psychique. La particularité de cette santé mentale, c'est qu'elle est fluctuante. Elle oscille en permanence entre un pôle positif, où on considère qu'on arrive à mobiliser et à préserver nos ressources internes et externes qui nous permettent de ressentir ce bien-être et de faire face aux tensions de la vie quotidienne. Donc, à nouveau, c'est pas ne pas avoir de problème, mais c'est plutôt de dire, voilà, quand je vais travailler le matin, quand je vais au lycée tous les jours, ça peut provoquer des tensions, ça peut provoquer un peu de stress, ça peut provoquer des inquiétudes, ça peut provoquer de la fatigue, mais je me sens suffisamment bien pour faire face aux tensions que ça entraîne. Et un pôle qui, lui, est plus négatif, où justement, il n'y a pas ce ressenti de bien-être. Il peut y avoir même de la souffrance, de l'inquiétude, de l'anxiété, où on ne se sent pas en capacité de faire face aux exigences de la vie quotidienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on oscille tous entre ce pôle positif et ce pôle négatif au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année, au cours de la vie. Simplement, on va éventuellement aller un peu plus haut ou un peu plus bas selon nos histoires de vie et nos profils. Et la durée de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale dans le pôle négatif va être plus ou moins long selon chacun de nous et nos histoires personnelles. Comment ça se traduit, les problèmes de santé mentale et finalement ce ressenti plutôt négatif de la santé mentale? Comme je disais, par tout d'abord une forme de détresse, de souffrance, de ressenti de mal-être, où on ne se sent plus en capacité de faire face aux exigences du quotidien. Et ce ressenti-là, on peut tous le ressentir à plus ou moins grande échelle. Et on le ressent notamment dans certains événements de la vie, quand on vit un deuil suite à la perte d'un proche, une séparation, une perte d'emploi. C'est ce qu'on appelle plutôt de la détresse psychologique réactionnelle, c'est-à-dire souvent liée à un événement de la vie. Et c'est souvent passager, c'est-à-dire que le temps va faire son chemin, le soutien et le repos vont nous permettre de reprendre, de remonter, j'ai envie de dire, dans cette fluctuation de notre santé mentale. Et puis quelquefois, cette détresse-là, elle s'installe un peu plus, elle n'a pas forcément de causalité clairement identifiée. Elle est plus impactante dans la durée et va nous gêner dans la vie quotidienne. Elle va parfois entraîner de l'isolement, elle va parfois entraîner des difficultés cognitives, c'est-à-dire que notre pensée, on a l'impression que c'est ralenti ou au contraire accéléré. En tout cas, on n'arrive plus à guider le rythme de notre pensée. On va quelquefois avoir des perceptions de la réalité un peu faussées avec... ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou visuelles, et puis surtout des comportements qu'on va avoir du mal à réfréner ou qu'on va avoir du mal à mener. Donc, par exemple, se lever le matin, mais aussi s'empêcher de manger ou de boire, ou en tout cas manger trop ou boire trop, avoir des comportements peut-être répétitifs pour lutter contre l'angoisse ou de l'anxiété, de vérifier que la porte est fermée, se laver les mains. Et donc, tout ça va nous gêner dans notre vie quotidienne, nous empêcher d'avoir des relations avec nos proches, éventuellement à aller au lycée tous les jours. Et du coup, on va poser la question de se tourner vers des soins et des professionnels de la santé mentale que sont les psychiatres et les psychologues qui vont apporter, dans ce cas-là, une réponse thérapeutique et médicamenteuse. Et puis parfois, et éventuellement, faire l'objet d'un diagnostic de troubles psychiques ou de maladies mentales qui peut être fait par un médecin psychiatre et qui va être intéressant éventuellement pour identifier des stratégies thérapeutiques adaptées. Et puis, si ces troubles s'installent dans la durée et qu'elles limitent la vie quotidienne de la personne, demandent des aménagements et de la compensation, dans ce cas-là, il peut y avoir une reconnaissance de situations de handicap qui donnent droit à des dispositifs d'aide et de compensation
en lien avec les problèmes de santé mentale et les troubles psychiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre santé mentale et finalement ce qui fait qu'elle fluctue est lié à une multitude de déterminants. Il n'y a pas une causalité unique. On n'est pas aujourd'hui capable d'expliquer d'où viennent complètement ces maladies-là, ces troubles-là, et on s'aperçoit que c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a ce qui relève de l'individu, de la personne, de son histoire, de sa personnalité, de son éducation, de ce qu'elle a vécu durant l'enfance, mais aussi de son patrimoine génétique. Et là, on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que on peut avoir une vulnérabilité psychique si, par exemple, ses parents, ses grands-parents ont eu des troubles de l'humeur, des troubles dépressifs. On sait qu'aujourd'hui, il y a des terrains, donc ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir des problèmes de santé mentale, mais on va potentiellement être plus vulnérable, de la même façon que si dans votre lignée de femmes, il y a eu plusieurs femmes qui ont eu des cancers du sein, vous êtes plus à risque de développer un cancer du sein. Et puis, il y a tout ce qui relève de l'environnement, qui ne sont pas liés à nos histoires personnelles, qui sont plutôt liés à l'endroit où on va grandir, où on va vivre, le quartier dans lequel on va vivre, la ville, le pays. Donc, est-ce que on a un toit sur la tête, le fait d'avoir accès à de la nourriture, des moyens, on est en sécurité, on vit au chaud, on a à manger et on a un toit sur la tête. Ça, c'est un élément fort de santé mentale, on l'oublie, mais ça nous aide à rester en bonne santé mentale. Et puis, il y a toutes les solidarités qu'il y a autour de nous, les soutiens que l'on peut trouver dans les moments de difficulté de la vie ou de troubles d'inconfort psychique et de détresse psychologique qu'on va pouvoir rencontrer. Et puis, il y a le fait d'avoir accès à des soins, à des dispositifs d'accompagnement et de soutien, et d'être dans un monde, dans une société, dans une communauté où on ne sera pas discriminé ou stigmatisé si on rencontre des troubles psychiques, et on va pouvoir être soutenu et orienté. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette part environnementale de notre santé mentale, elle compterait, on estime, pour 60% de notre état de santé mentale. Donc, ça veut dire que c'est décisif, l'environnement dans lequel on est, et ça veut dire qu'on est tous facteurs de santé mentale potentiellement pour les autres, par le soutien qu'on va pouvoir apporter, par le fait d'apporter un regard non discriminant, par exemple, sur éventuellement les personnes qui sont autour de nous, nos proches, ou bien les gens avec qui on travaille et que l'on accompagne dans notre métier. Et puis, par ailleurs, on est tous facteurs de santé mentale pour nous aussi, par les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour nous face à notre vulnérabilité psychique à tous et nos histoires de vie. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a 13 millions environ de personnes qui sont à un instant T concernées par un trouble psychique qui impacte sa vie quotidienne, qui suppose éventuellement des adaptations, des accompagnements ou du soin. Donc, c'est une personne sur 5 dans la population active. Donc, c'est absolument non négligeable. On estime même que ce chiffre monte à 1 sur 4 à l'échelle de la vie. C'est-à-dire une personne sur 4 dans la population française rencontrera des troubles psychiques au cours de sa vie, selon les événements de vie qu'il rencontre. Ça peut être un peu impressionnant et en même temps, c'est très rassurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous là, vous et moi, on est très nombreux, donc on est tous, parmi nous, on a plein à rencontrer ces troubles-là et pourtant, on mène nos vies, avec des difficultés parfois, mais on trouve notre place dans notre société. Il y a une étude qui a été menée en 2022 auprès de 10 000 lycéens pour mesurer leur santé mentale. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 15% des lycéens qui présentent un risque important de dépression. Donc Virginie, je pense que vous nous en reparlerez par la suite parce que vous l'avez vu, vous avez fait ce constat-là plutôt par l'observation. Et qu'un quart des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires au moins une fois dans l'année. Donc, c'est assez important. Ça veut dire qu'il y a un risque
et peut-être que Gilles, vous allez nous en parler, autour de cette tranche d'âge-là, une attention particulière à leur porter, et peut-être d'autant plus qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a une dégradation de la santé mentale des collégiens et des lycéens entre 2018 et 2022. Donc là, il y a clairement un effet Covid qui fait un espèce d'effet loupe. Donc tout n'est pas imputable à la crise sanitaire, mais vraisemblablement, on constate en tout cas que en 4 ans, il y a une vraie dégradation. Et puis, si on regarde aussi l'activité des services de pédopsychiatrie, aujourd'hui, on constate que il y a notamment des crises suicidaires qui vraisemblablement arrivent plus jeunes et un nombre plus important de jeunes qui toquent à la porte des services de pédopsychiatrie et qui ont besoin de soins en psychiatrie. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rétablit des troubles psychiques. Comme je le disais, c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé mentale que parfois on a besoin de soins même un peu intensifs et qu'on traverse des épisodes même de crise difficiles qu'on ne peut pas se rétablir. Qu'est-ce qui fait qu'on se rétablit? C'est d'abord le fait de mener une vie qui a du sens, c'est-à-dire d'investir tout ce qui est de l'ordre du projet de vie, finalement, de la place dans la société. Donc, ça revient à la définition de l'OMS du début, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je me sens appartenir à une société, que je me sens utile aux autres, que je me suis alignée avec mes valeurs, que je me ressens comme un citoyen qui vit dans son logement, qui a ses projets professionnels, qui a des envies de formation. Donc, pourquoi je commence par cette dimension-là? Il ne faut jamais perdre de vue que vivre pour se soigner n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est se soigner parce qu'on a un projet de vie. Et donc, notamment quand on pense aux jeunes, il y a un vrai enjeu de ne pas perdre ce qui fait la vie quotidienne d'un jeune. Et ce qui fait la vie quotidienne d'un jeune, c'est pas de se soigner toute la journée, parfois en plus avec des soins qui peuvent être un peu lourds et qui peuvent avoir des effets secondaires, mais c'est ce qui fait qu'on va tenir pour se soigner et se faire aider, c'est parce qu'on a des projets professionnels, c'est parce qu'on a des envies, parce que on a des choses qui ont du sens dans sa vie quotidienne. Et donc, il faut jamais perdre de vue tous ces projets-là qui font qu'on a une identité sociale qui est au-delà de nos troubles et de nos difficultés. La deuxième dimension du rétablissement, c'est tout ce qui participe du fait de prendre soin de soi. Donc ça, c'est évidemment les stratégies de soins, de traitement et l'accompagnement médical et psychologique que je vais avoir, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie, le quotidien et ce qui me fait du bien dans ma vie quotidienne. Donc ça peut aussi passer par de l'hypnose, du soutien par des médecines alternatives ou parallèles qui contribuent à un équilibre de vie en complément du soin et de l'accompagnement thérapeutique. Il y a tout ce qui participe à la prévention des rechutes et des crises. Donc ça, aujourd'hui, on est capable de voir que plus on est capable d'identifier ce qui éventuellement va entraîner une crise, de quoi j'ai besoin si jamais je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe pour moi dans ces moments-là, plus j'identifie tous ces éléments-là, plus ça fait diminuer les risques de rechute et surtout on y répond mieux et peut-être moins dans l'urgence et moins dans la difficulté. Enfin, il y a tout ce qui permet de développer ces compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est des compétences qu'on développe au cours de la vie, qui sont des compétences émotionnelles, relationnelles et cognitives. Donc, si par exemple, vous voyez que vous constatez que vous avez des difficultés de concentration, qu'est-ce qui fait que j'arrive, par exemple, à tenir ma journée, les cours, par exemple pour moi, ça va être par tranche de 25 minutes, me concentrer pleinement, avec éventuellement, je sais pas, un bruit blanc qui m'aide à me concentrer, puis faire 5 minutes de pause. Voilà, quand on a trouvé comment on fonctionnait, ce qui nous aidait dans nos compétences, par exemple cognitives, pour se concentrer, c'est développer des compétences cognitives, c'est aussi les compétences émotionnelles, reconnaître ses émotions, savoir de quoi j'ai besoin dans ces moments-là et comment j'arrive finalement à m'apaiser et à ce que ça ne se répercute pas, par exemple, dans mes relations avec mes proches. Tout ça, ça participe à notre équilibre, au rétablissement et au rétablissement de ces troubles. Et le dernier levier, c'est le soutien. C'est un élément clé
du rétablissement, c'est pas le rétablissement, c'est pas de se dire j'ai pas de problème, j'ai pas de difficulté, c'est de se dire quand j'ai des problèmes, vers qui je peux me tourner, qui a une écoute empathique, constructive, par qui je me sens considérée et compris, et qui va m'apporter de la force, du courage et de l'espoir. Et donc là, ça pose toute la question du soutien que l'on peut apporter en tant que professionnel, en tant que proche, peut-être en tant qu'élève avec mon camarade de classe qui va pas bien, c'est comment je peux être soutien. Et c'est un élément très important des parcours de rétablissement quand on écoute les récits des personnes. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu tenir un moment, que j'ai pu ne pas dégringoler? C'est le soutien que j'ai trouvé autour de moi. Donc tout ça, ça participe encore de la santé mentale collective. On a tous un rôle à jouer par rapport à ça. Malheureusement, un des freins majeurs, c'est les stéréotypes, les idées reçues qui sont associées aux troubles psychiques, aux problèmes de santé mentale et à la méconnaissance sur ces troubles-là. Donc là, tous les actions de sensibilisation comme celles que vous menez sont décisives. Donc ces idées reçues, malheureusement, elles nous empêchent d'être à la fois empathiques et actifs, soutien auprès des personnes. Donc ces idées reçues, j'en ai retenu quelques-unes. Je vais pas passer trop de temps dessus, mais par exemple l'idée que la seule façon de se soigner, c'est l'hospitalisation et les médicaments. Or, il y a plein d'autres choses qui, comme le soutien dont je viens de parler, sont thérapeutiques, sont aidantes pour le rétablissement, comme le fait de faire du sport, le fait de continuer à avoir des projets, le fait de se sentir compris. Un deuxième idée reçue, c'est que handicap psychique et handicap mental, ce serait un peu la même chose, qu'il y aurait des déficiences intellectuelles dans des situations de troubles psychiques. Or, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de déficience intellectuelle dans le cas des problèmes de santé mentale. Ce sont deux problématiques de santé différentes. Il faut savoir que dans le cas de la déficience intellectuelle, c'est plutôt lié à des accidents, notamment au moment de la naissance, soit en amont, soit juste après. Ce qu'il peut y avoir en revanche dans le cas des troubles psychiques, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a une espèce de fatigue cognitive qui peut s'installer ou la pensée quelquefois qui est un peu désorganisée. Ce sont souvent des troubles passagers et qu'on peut retrouver. Ça peut être aussi quelquefois causé par des effets secondaires des médicaments. Une autre idée reçue, c'est qu'on ne peut pas travailler quand on a des troubles psychiques. On ne pourrait plus aller au lycée, on ne pourra plus trouver un travail. Or, c'est plutôt... alors, c'est un levier très fort de rétablissement, le travail, le fait de pouvoir continuer à aller au lycée quand c'est possible, d'avoir des liens sociaux, de pouvoir se percevoir dans ses compétences, dans ce que l'on sait faire. C'est extrêmement important. Donc, parfois, il y a des moments où on a besoin effectivement de se soigner, on ne peut plus aller travailler ou aller au lycée. Et dans ce cas-là, effectivement, on s'arrête pendant un moment, mais c'est très important de pouvoir réinvestir ça et se réengager. Et d'ailleurs, les personnes qui ont traversé des problèmes de santé mentale sont souvent très investies après quand ils peuvent reprendre et se rendre compte de la chance de pouvoir reprendre sereinement son travail ou sa vie de lycéen. Et puis, il y a la peur de la dangerosité, c'est-à-dire qu'on a une énorme idée reçue collective, notamment autour de la schizophrénie, qui serait que les gens pètent les plombs, commettent des actes criminels. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent de lien de causalité entre, on a des études qui prouvent le fait qu'il n'y a pas de dangerosité associée au fait d'avoir des troubles psychiques ou une maladie psychique. C'est même plutôt l'inverse. Il y a une sous-représentation de personnes qui ont des troubles psychiques chez la population qui commet des actes criminels. En revanche, elles sont plus souvent victimes d'actes criminels. Donc là, on a besoin de déconstruire cette idée reçue-là parce que du coup, ça nous empêche d'agir, ça nous empêche d'être aux côtés des personnes. Ça crée de la distance. Pour terminer, quelques mots sur quels sont les signes à prendre en compte chez les jeunes, mais peut-être que Gilles, vous allez nous en parler un peu plus, c'est le fait qu'effectivement, on n'arrive plus à mener sa vie quotidienne. Donc, comme je le disais au début, on n'arrive plus à aller au collège, on n'arrive plus à se lever le matin, on n'arrive plus à tenir une journée de classe, on n'arrive plus à être en relation avec ses camarades.
Donc ça, c'est un premier signal qui doit nous alerter. En fait, il faut peut-être faire quelque chose. Quelquefois, c'est la répétition d'une même situation qui peut alerter. Donc, le fait, par exemple, de tomber tout le temps malade, d'avoir des accidents ou des absences qui se répètent dans la durée. Il y a tout ce qui concerne les actes agressifs contre soi-même. Donc, c'est ça que j'ai pas dit par rapport à l'idée reçue, la dangerosité. C'est qu'en fait, il y a plutôt quelquefois une agressivité, mais que les personnes tournent vers elles-mêmes. Donc, c'est effectivement le fait de prendre des risques, d'avoir des comportements à risque, de consommer trop d'alcool, trop de drogue, tout ce qui concerne aussi les actes destructeurs, les scarifications, ça doit nous alerter. Et puis, il y a parfois des actes malveillants envers les autres qui peuvent être un signe, en fait, de détresse psychique. Qu'est-ce qui est soutenant dans ces moments-là? L'écoute et l'empathie. Je disais tout à l'heure, c'est un levier très important. Les personnes, quand elles ressentent le mal-être, elles ont du mal à aller demander de l'aide. Elles ont honte de ce ressenti-là. Et toutes les postures d'ouverture, d'écoute, empathique et non jugeante vont être extrêmement précieuses pour que la personne ne s'isole pas, ne se renferme pas et voit éventuellement sa santé mentale se dégrader. La considération dans les choix et dans les ressentis, c'est-à-dire de respecter les choix des personnes qui parfois ne savent plus pour elles-mêmes et ont du mal à les exprimer. Et donc, si elles ne se sentent pas considérées, il y a quelque chose qui est très fort en termes de perte de confiance et d'estime de soi. On peut donner des conseils d'orientation, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut aller chercher du soutien, des appuis. Donc là, je vois dans le chat, le 3114, typiquement, est une ligne de soutien en cas de risque suicidaire pour la personne concernée, mais aussi pour l'entourage. Donc, on peut aussi aller chercher de soutien pour soi en tant que proche. Et puis, dire qu'on est là. Ça a énormément de valeur. De dire, ben voilà, si tu as besoin, je suis là, tu peux te tourner vers moi, je peux t'écouter. Et ça donne de l'espoir. Parce que ce dont il faut quand même se rendre compte, c'est que faire l'expérience de troubles, et notamment de problèmes de santé mentale à des âges où on est censé démarrer dans la vie, se sentir plein de ressources et de perspectives, et ben ça peut faire vivre un sentiment de désespoir très fort. Et donc, on a besoin, quand on est concerné par des problèmes de santé mentale, si on ne l'a plus pour nous, cet espoir, de ressentir auprès des proches une confiance dans le fait que ça ne sera pas tout le temps comme ça, que ça n'est pas, on n'est pas condamné à une forme de chronicité ou de désespoir et que les choses peuvent être autrement, aller différemment et que vous pouvez être aux côtés de la personne qui est dans cet état de détresse. J'ai mis dans les diapos, et on va vous partager ces quelques diapos ainsi que d'autres éléments ressources, des ressources nationales, spécifiquement pour les jeunes. Donc, il y a le 3114 qui a été cité dans le chat, c'est par rapport à tous les enjeux suicidaires, prévention du suicide. Et donc, c'est pour la personne qui est en risque suicidaire, mais aussi pour les proches. Il y a une ligne qui est portée par des jeunes écoutants, des étudiants qui s'appelle Nightline, qui est une ligne d'écoute, notamment le soir, pour lutter contre l'isolement et la souffrance psychique. Il y a la Maison Perchée, qui est une communauté de jeunes qui vivent avec des troubles de schizophrénie, des troubles de l'humeur et des troubles borderline, qui est une grande communauté d'entraide et de soutien partout en France, avec des groupes de pairs et un café à Paris pour s'accompagner dans les processus de rétablissement. Et il y a une association notamment portée par les jeunes et pour des jeunes qui s'appelle Action sur ICAT à Toulouse, qui a fait un guide sur la santé mentale extrêmement bien fait, qui a un site internet et qui est une ressource pour promouvoir et sensibiliser à la santé mentale. Alors, j'en profite pour répondre à une question. Nightline, c'est au niveau national. Donc, n'importe qui peut appeler de partout en France pour avoir du soutien et une écoute. Et puis, vous aurez également un petit récapitulatif de ressources qui sont plutôt des ressources
à l'échelle du territoire, mais que vous pouvez retrouver dans votre région ou dans votre département. Et je vous invite également à regarder le site du Psycom qui a beaucoup en ligne d'informations hyper qualitatives, très bien faites, gratuites, sur toutes les questions de santé mentale, comment vivre avec, comment orienter, les réseaux d'appui et de soutien et les enjeux par rapport aux médicaments, aux jeunes, au travail, à la formation. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur le site du Psycom. C'est extrêmement bien fait et complètement gratuit. Vous pouvez demander des plaquettes de ce côté-là. Voilà pour la partie rappel. Je vais maintenant donner la parole à Gilles Biarc. Donc, comme je disais en introduction, Gilles, vous êtes psychologue au sein de l'hôpital Gérard Marchand à Toulouse et vous avez été un des professionnels initiateurs de ces interventions sur le thème de la santé mentale, spécifiquement à destination des jeunes. Donc, je vous laisse la parole peut-être pour déjà nous présenter ce projet qui a été mené en partenariat avec la ville de Toulouse et peut-être nous dire pourquoi c'est important de sensibiliser les jeunes et comment on peut leur parler de santé mentale. Je vous laisse la parole, Gilles, pour 10 minutes. Merci beaucoup, Claire, et merci de cette invitation. Pour moi, c'est assez important d'être là et de venir vous parler un peu de ce projet qui avait un point de départ presque un petit peu expérimental quand on s'est lancé là-dedans à plusieurs il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et force est de constater que ça a dépassé nos attentes, voilà, par rapport aux questions et aux enjeux qu'on s'était posés. Donc je pense qu'effectivement, ça serait intéressant que ça puisse essaimer, donner des idées. Hein. Chaque contexte local est bien sûr différent, mais je trouverais intéressant qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Alors, nous, on est parti de temps de discussion collective au sein du Conseil local de santé mentale de la ville de Toulouse, donc qui rassemble différents acteurs, des usagers, des professionnels, des associations de familles, à partir de cette problématique de la question de la déstigmatisation des troubles psychiques. Ça, c'était notre point de départ à nous. Et de l'autre côté, mais Virginie Giffard en parlera sans doute bien mieux que moi, des liens s'étaient faits du côté des professionnels de l'éducation nationale vers le CLSM à partir du constat, voilà, d'un public d'adolescents de plus en plus concernés par ces problématiques-là. En fait, pour ma part, en tant que professionnel de la psychiatrie, l'idée d'aller vers les jeunes, et donc en l'occurrence l'idée d'aller vers les lycéens autour d'une proposition de sensibilisation à la santé mentale, c'est l'âge où il y a le plus de décompensation dans la vie, c'est l'âge où souvent les troubles psychiques peuvent être les plus aigus. Donc, c'est là où une action précoce ou une action de prévention ou de promotion à la santé mentale peut avoir le plus d'efficience. Autour donc cette question de déstigmatisation des troubles psychiques, mais aussi autour de la question de la déstigmatisation des soins, hein, parce que ça aussi c'est une question importante, faire changer la vision que peuvent avoir des jeunes de ce que c'est le soin en santé mentale. Donc voilà, ça c'était un petit peu les enjeux de départ. Et aussi, effectivement, j'en oubliais un, mettre dès le départ l'accent sur la question du rétablissement pour ancrer cette idée-là que avoir un trouble psychique, en gros, c'est pas une condamnation. Hein, voilà, on peut vivre avec, on peut avoir un métier, on peut avoir une vie de famille. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se mettre en œuvre. Et voilà, ça n'est pas la pire des choses qui puissent arriver. Vraiment, c'était important de pouvoir porter cette idée-là.
Et à partir de là, donc, on a construit une intervention, alors un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, un peu de façon expérimentale, à 4 avec deux professionnels, donc moi-même qui suis psychologue et Pauline Ruhr qui est médecin psychiatre, et deux personnes concernées, Nathalie Austin, qui nous en parlera tout à l'heure, mais aussi Joachim Vicens, qui vient Moi, Gilles, témoigner de leur coupez trajectoire. votre caméra. Et c'était parce que il fallait aller au contact de ce public de lycéens, donc là en l'occurrence de première, de construire une intervention plus intelligente. C'est-à-dire vraiment, je dis quelques mots d'afforme parce que je pense que c'est aussi auprès d'un public sûrement quelque chose qui était important pour nous. Et après, donc, on a monté l'intervention en plusieurs temps. Alors, je sais qu'on vous a mis dans les ressources le diaporama de l'intervention, mais je trouve que c'est intéressant d'y revenir. Donc, le premier temps, à partir de la question des déstigmatisations, où en fait, ma collègue Pauline Ruhr présente des vignettes sur les idées reçues. Donc, par exemple, les psys sont pour les fous, et elle s'adresse directement à la salle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Et l'idée, voilà, c'est de tout de suite réussir à ancrer un dialogue et d'aborder déjà des idées fortes, ce que Claire a rappelé, hein, les troubles psy, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Une personne sur 5 est concernée. Avoir un trouble psy, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne présume d'aucun parcours de vie. Voilà, on peut faire des études, on peut travailler, voilà, arriver justement à remettre un petit peu enfin, en tout cas, de combattre certains clichés, introduire la question du rétablissement et de la pluralité des formes de soins en santé mentale, qui est quelque chose de très important aussi. Donc voilà, on part un petit peu sur ces idées reçues. Puis, donc, il y a l'intervention d'un premier témoignage d'une personne concernée. Alors là, Nathalie reviendra, mais c'est quand même vraiment intéressant de voir les lycéens réagir à partir d'un récit de vie. Hein, ça les touche beaucoup, ça les touche très fort et ils réagissent très fort. Ils ont d'ailleurs souvent beaucoup de questions là-dessus. Donc, et on voit bien à quel point c'est porteur pour eux. Et aussi, donc, on a voulu, en termes de contenu, faire 2 zooms sur des troubles psychiques particuliers parce que ça nous paraissait avoir un enjeu pour ce public-là. Le premier trouble, donc, c'est celui de la dépression puisque c'est le trouble psychique le plus répandu. Et là, pareil, donc, on essayait à chaque fois de donner la personne aux lycéens en leur demandant qu'est-ce que vous savez, vous, de la dépression, pour que chacun puisse dire quelle idée il a et qu'on puisse après en discuter dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire ça parce qu'on se rend compte que collectivement, nous, on a été surpris, hein, on l'a dit à Virginie dès la première intervention, de tout ce qu'ils savent déjà, hein, voilà, qui est plutôt une bonne chose et qui montre que malgré tout, on a quand même progressé sur cette question de la promotion en santé mentale, même s'il reste beaucoup à faire. Donc voilà, donc on s'intéresse un petit peu aux manifestations de la dépression, ce qui nous permet aussi d'aborder les idées suicidaires. Claire aussi en a parlé tout à l'heure, c'est quand même un enjeu très important à cet âge-là. Et donc un second zoom sur la schizophrénie. Alors, schizophrénie qui est bien moins répandue que la dépression, mais il y a un enjeu particulier à parler de cette pathologie-là. D'abord parce que c'est très clairement la pathologie qui est la plus stigmatisée dans le lien social. Ça, c'est très très clair. Il se dit beaucoup de bêtises autour de la schizophrénie dans les médias notamment. Parce que la schizophrénie, c'est une pathologie qui décompense généralement à l'adolescence. Donc là, on est face à un public qui est assez concerné. Et parce que c'est une pathologie qui peut avoir un retentissement très fort si, notamment, il n'y a pas une précocité de l'accès aux soins. Donc, il y a un enjeu très fort à ce que des jeunes adolescents qui commencent à entrer dans la maladie puissent très rapidement être orientés et reçus dans des dispositifs de soins avant qu'elle en arrive à sa dimension, je dirais, presque explosive. Donc voilà, l'idée voilà, c'est d'échanger autour de ça.
À partir de là, en général, on a enchaîné sur un second témoignage. Nathalie, tu en parleras. Et enfin, le dernier temps concerne la question de l'accès aux soins et des différents dispositifs qui sont accessibles pour les jeunes, évidemment. Si on parle de santé mentale, il faut aussi parler des ressources qui sont disponibles, ressources qui se divisent en deux grandes catégories, des ressources d'urgence, le 15, le 31-14 quand on a des suicidaires, les urgences psychiatriques, ainsi de suite, et après des ressources dites non urgentes, voilà, qui sont notamment détaillées dans le guide Suricat pour la région toulousaine. Voilà, nous on rappelle juste les grandes lignes. Les infirmières scolaires déjà dans l'établissement, puisque l'on on s'adresse à un public qui est scolarisé, les maisons des adolescents, les psychologues, les psychiatres libéraux en CMP, le fait de pouvoir s'adresser aussi à son médecin généraliste. Voilà, l'idée c'est de pouvoir parler un petit peu de cet accès aux soins en le pluralisant, puisque donc on utilise aussi l'idée reçue dont a un peu parlé Claire tout à l'heure. Le soin en santé mentale, ça n'est pas que de l'hospitalisation et des médicaments. Il y a tout un tas de dispositifs, de thérapeutiques qui existent. Et l'idée, c'est que chacun puisse trouver les dispositifs qui lui conviennent le mieux en fonction aussi de sa vie, de son inclusion, de sa famille, de son réseau, de ce qui est disponible au niveau local, parce qu'il faut aussi, je pense que c'est très important de proposer aux jeunes des choses qui soient réalistes et accessibles, et non pas des choses un peu fictives. Juste s'il me reste 1 ou 2 minutes encore, vous dire que donc voilà, on a fait ça de façon très expérimentale. Je savais pas trop, moi, comment des lycéens allaient réagir à ça. Est-ce qu'ils allaient se sentir concernés? Bon, j'imagine que Virginie et Nathalie reparleront de ça, mais moi, j'étais surpris de voir à quel point ils étaient très attentifs, très demandeurs. Il y a eu des fois où même on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de notre présentation, tellement on a eu de questions de la part des lycéens. Mais ça nous paraissait très important de pouvoir être là dans l'échange plutôt que d'aller au bout de notre présentation. Ça témoigne bien quand même que il y a une vraie appropriation de cette question-là et de vraies interrogations et une vraie envie qu'on puisse les écouter et les informer à ce sujet-là. Voilà en gros les grandes lignes. Pardon, j'arrivais pas à remettre mon micro. Merci beaucoup, Gilles. Je suis désolée, on a coupé votre caméra parce que ça prenait trop de bande et on voulait avoir vos propos bien audibles. Donc, ça marchait mieux comme ça. Mais vous pouvez peut-être la remettre. J'ai tout de suite passé la parole à Nathalie. Nathalie, vous êtes très engagée dans votre vie à plein d'endroits et active pour contribuer d'une manière ou d'une autre, grâce à votre expérience de personnes concernées, au rétablissement de personnes concernées par les troubles psychiques et de lutte contre la stigmatisation. Donc, vous allez nous parler un peu de votre parcours et nous dire comment vous, avec votre témoignage, comme en parlait Gilles, vous arrivez à faire passer des messages auprès des jeunes. On vous écoute, Nathalie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nathalie Aoustin, je suis vice-présidente de la Fédération Santé Mentale France sur Paris et par ailleurs je suis usagée de la psychiatrie et professionnelle dans l'animation d'ateliers d'écriture. Je travaille dans une clinique psychiatrique Castelvieille à Toulouse, dans 2 GEM à Toulouse également, Bonpied-Bonneuil et Nomade. J'interviens dans un XAPA, toujours dans l'animation d'ateliers d'écriture en tant qu'auteur. Et ponctuellement, il m'arrive d'intervenir dans des écoles pour former des moniteurs éducateurs et des éducateurs spécialisés. Alors pour moi, ce projet auprès des lycéens, on était dans des classes de seconde ou de première, ça dépend des lieux. Et c'était important pour moi de leur parler de mon parcours parce que je me suis dit, il y a certains points qui vont peut-être faire écho avec ce qu'ils peuvent vivre ou ça va peut-être les sensibiliser aussi pour leur entourage.
Donc, j'ai trouvé que c'était capital, cette action auprès des lycéens. Et voilà, donc j'ai posé des jours vacances pour intervenir auprès des lycéens. Je me suis libérée pour pouvoir le faire. Alors, mon parcours, j'ai une enfance particulière, une certaine solitude de par ma personnalité. Je suis née dans l'Aveyron. Alors, bonjour aux Aveyronnais. Je suis née dans l'Aveyron à Rieux-Pérou et j'ai vécu donc en pleine campagne, dans une certaine solitude. Je lisais beaucoup, en particulier la nuit, donc j'avais déjà des problèmes d'insomnie, voilà. Mais bon, après, peut-être ce goût des livres, ça m'a aussi apporté une certaine ouverture, je sais pas. Alors à 9 ans, il y a eu un traumatisme. Il y avait un voisin fermier qui était malveillant et voilà, qui m'a agressée sexuellement. Ce voisin fermier a par ailleurs ensuite fait de la prison, hein, parce que d'autres familles ont porté plainte et voilà, il a été en prison. Alors suite à ça, suite à ce traumatisme, j'ai eu des idées noires, des idées suicidaires, donc à l'âge de 9-10 ans. Et ensuite, ça a continué. J'ai eu également des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, enfin c'était vraiment très très fragile. Et j'ai eu envie de prendre le large, donc je suis venue interne à Toulouse faire des études d'art plastique. Et ensuite, j'ai fait à 20 ans des études de lettres modernes à la Sorbonne. Et c'est là que la dernière année d'études, donc l'année des concours, hein, il y a une certaine pression. Suite également à une rupture amoureuse, mais j'ai décompensé. Toute cette fragilité en fait qui couvait un peu dans l'enfance, et bien tout ça, ça a explosé. Et je me suis retrouvée vraiment en mauvais état. J'ai entendu des voix, enfin je suis partie pieds nus dans la rue, j'ai été hospitalisée en urgence à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Et là, ça a été terrible pour moi, mais également pour mon entourage, hein, ma famille, mes parents qui commençaient leur retraite, c'était difficile pour eux. Ils étaient dans l'Aveyron, moi j'étais à Paris, j'étais complètement malade, délirante. Et bon, finalement j'ai eu de la chance parce que j'ai été soignée par des psychiatres, psychanalystes, ce qui a apporté une certaine qualité dans leur écoute. Et au bout de 2 ans, je crois, on m'a diagnostiqué une PMD, psychose maniaco-dépressive. Alors, c'est un ancien nom, PMD. Aujourd'hui, on parle plus de bipolarité. Voilà. Il y a très longtemps encore, et ça, je le disais aux lycéens, on parlait de mélancolie. Vous voyez, les diagnostics, selon les époques, ça bouge, ça évolue, ça change dans les noms. Et moi, ce qui m'est apparu là, c'est que tout à coup, j'avais tout perdu. Hein, c'était fini la grecque de lettres modernes, c'était fini la vie à Paris. Je suis redescendue sur Toulouse pour mieux me soigner. Et là, j'ai entendu parler des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, en particulier du GEM Bon Pied Bon Oeil à Toulouse. Et alors là, j'ai vraiment ressenti un accueil, des possibilités de participation. Au bout de quelques mois, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'animer un atelier d'écriture. J'ai inventé ça comme ça. Et ça m'a redynamisé, quoi. Après 2 ans de soins assez lourds, vraiment, c'était pas la joie. Là, dans le GEM, j'ai retrouvé de l'énergie, le goût de vivre, l'envie de faire des choses, de m'impliquer avec les autres. Et ensuite, au fil des années, de militer. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que la santé mentale, ça touchait beaucoup de gens. Et oui, comme on disait tout à l'heure, 1/4 des personnes sont concernées au cours de leur vie. Et dans le GEM, j'ai vraiment découvert les valeurs du rétablissement. Le rétablissement, c'est quoi? C'est vivre bien avec. Voilà, vivre bien avec. Aujourd'hui encore, je consulte, j'ai un traitement, je prends des neuroleptiques, mais voilà, j'ai une qualité de vie qui me va. D'ailleurs, je fais un métier passionnant. Le matin, je suis contente de me lever pour aller animer mes ateliers à la clinique Castelvieille ou à Bon Pied Bon Oeil. Et finalement, la crise aiguë, quelque part, ça m'a ouvert une nouvelle porte, en particulier ce métier des ateliers d'écriture, auquel j'aurais peut-être pas pensé quand j'étais à la Sorbonne.
En fait, c'est un métier extraordinaire parce que j'ai une liberté, voilà, j'ai une liberté dans les choix des propositions d'écriture que je présente. Et puis j'interviens dans plein de lieux différents. Du coup, il y a une variété. Enfin, c'est vraiment chaque fois c'est nouveau, quoi. Alors, quand j'interviens auprès des lycéens, je leur dis toujours, vous, les jeunes, si vous traversez comme ça une période difficile, comme moi j'ai pu connaître dans mon adolescence, n'hésitez pas à consulter. Alors, je sais que c'est compliqué d'obtenir des rendez-vous, mais bon, parfois, ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans qu'on est au bord, sur le fil. Donc, c'est important voilà, de décrocher le téléphone, de prendre rendez-vous. Alors, on est intervenu là, les 2 ans passés au lycée Fermat et au lycée Saint-Cernin. Et j'étais très, très admirative de voir que les lycéens étaient à l'écoute, attentifs. Il y avait une qualité d'écoute. Ça m'a stupéfait. Il y a même un lycée où on nous avait dit « Ah, ils sont un peu délurés, vous allez voir ». Ben non, pas du tout. Ils étaient vraiment, vraiment à l'écoute, ouais. Alors en 2024 et en 2025, on va intervenir sur 2 autres lycées, en plus de Saint-Cernin et Fermat. Peut-être dans des quartiers plus en périphérie, plus populaires. Et là, je me suis dit que je vais adapter mon propos, leur dire à eux, les lycéens, aussi qu'ils ont un futur possible, quoi. Et certains, je pense, peut-être ont des difficultés scolaires. Et je vais pas hésiter à leur dire que moi, dans mon adolescence, ça m'arrivait souvent de sécher les cours d'anglais, d'histoire géo, de sport, mais que, en fait, c'est juste parfois une façon de négocier avec sa fragilité, quoi. Et voilà. Important pour moi, c'est que la psychiatrie, en fait, quelque part, ça a été une chance et ça m'a permis de trouver mon désir, de faire aujourd'hui un métier qui me plaît, d'être bien entourée, de connaître plein de monde, d'avoir des amis, d'avoir aussi une vie affective épanouie. Et que finalement, la psychiatrie, la psychanalyse, ça m'a permis de créer ce pourquoi voilà, j'ai envie de vivre. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de vous dire. Pour moi, c'est une super expérience d'intervenir comme ça auprès de classes de seconde et première. Merci. Merci infiniment Nathalie d'avoir partagé ça et puis de nous donner plein d'ondes positives, de courage, d'espoir. C'est des paroles importantes et ce regard finalement aussi positif. Alors sans nier les difficultés, hein, bien sûr, mais de voir aussi tout le chemin qui a été parcouru, c'est extrêmement riche et précieux d'entendre cela. Merci beaucoup Nathalie de le faire avec beaucoup de générosité. Je vais donner la parole maintenant à Virginie Giffard, conseillère principale d'éducation, comme je disais tout à l'heure, au lycée Fermat à Toulouse. Et vous allez nous dire finalement pourquoi vous vous êtes engagée dans ce projet et ça vous semblait important et utile de mener une action auprès notamment des jeunes de votre lycée. Vous écoute. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis CPE en lycée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu, les professionnels de l'éducation depuis quelques années, qu'on était de plus en plus occupés par des problèmes de santé mentale chez les jeunes. Et quand je dis les problèmes professionnels de santé, évidemment, je pense aux psychologues de l'éducation nationale, aux assistantes sociales, aux infirmières, mais aussi aux enseignants, aux CPE, parce que finalement, le jeune, il n'arrête pas, il laisse pas sa santé mentale à l'entrée d'un établissement scolaire, elle l'accompagne avec lui à tous les moments, et donc il va trouver des gens à qui il va vouloir en parler, chez qui ça va sortir en tout cas. Donc c'est devenu, je crois, un vrai enjeu pour nous, les professionnels de l'éducation, quel que soit notre rôle et notre statut. Et on a monté ce projet il y a 2 ans et demi avec le Conseil local de sécurité de la mairie de Toulouse, avec l'accompagnement du service médical du rectorat, mais aussi avec l'hôpital Marchand, qui a été une véritable ressource pour nous,
avec Pauline Rouire et Gilles Briarc, parce que, en fait, l'objectif, il était que, au travers de tous ces jeunes qui venaient nous parler de problèmes de santé mentale, il y avait aussi l'idée qu'il y avait une forme de honte aussi chez eux, une forme de difficulté à parler d'eux. D'abord parce que ça individualise le propos et que c'est difficile, et puis parce que pour eux, il y a tout un tas de choses. Alors, simplement, pour moi, les raisons pour lesquelles aujourd'hui on est de plus en plus sensibilisé par les élèves en fait qui viennent nous déposer ça, c'est qu'à mon avis, il y a d'abord l'intérêt pour les jeunes. Depuis 40 ou 50 ans, on a des politiques quand même et des cultures qui font qu'on s'intéresse de plus en plus aux jeunes. Donc, pour eux, il y a une forme de pression, une pression à réussir, une pression aussi dans les perspectives d'avenir qu'ils peuvent avoir, qui se traduisent par de l'éco-anxiété, par du refus scolaire anxieux, par des troubles du comportement alimentaire, par aussi le fait que de plus en plus on parle des violences sexuelles, et c'est très bien d'ailleurs, mais pour autant, ben voilà, forcément, il y a des choses qui se passent. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'idée de monter ce projet, elle est venue aussi de l'idée que les jeunes, on leur parle de problèmes de santé mentale parfois de manière trop épidémiologique, trop sérieuse, comme ils disent, c'est-à-dire au sein d'interventions qui finalement les saoulent et où on parle toujours des mêmes choses, avec toujours des messages de prévention, parfois un peu moralisateurs, même si je sais que l'éducation nationale a tendance à pas vouloir jouer comme ça, mais pour autant, ça finit toujours par être des paroles d'adultes qui parlent à des jeunes. Et l'intérêt là de ce projet qui a été monté avec l'hôpital Marchand et surtout avec des usagers de la santé mentale, c'est d'avoir une alternance à la fois de connaissances épidémiologiques, mais aussi de gens qui parlent de leur parcours. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, à mon avis, avec les élèves, c'est de parler de nous, tout simplement, de parler de ce qu'on est, de parler de nos fragilités, de nos doutes, de qui on est, pour qu'ils ne se sentent pas seuls avec leurs difficultés. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que les interventions, quelles qu'elles soient en direction des jeunes aujourd'hui, elles ont un côté assez lisse que n'a pas l'intervention qu'on fait là au lycée, mais qu'on fera à mon avis sur d'autres endroits, parce que il y a à la fois des professionnels de santé, psychologues, psychiatres, mais il y a aussi des gens qui viennent raconter leur anxiété, raconter leur parcours de vie, ce que vient de faire Nathalie auprès de vous. Et je pense que c'est cette alternance de propos qui fonctionne avec les élèves. Alors pour ma part, je n'avais pas du tout de doute sur le fait que les élèves soient intéressés par les questions de santé mentale, puisque c'est quelque chose dont ils viennent beaucoup nous parler, que ça soit dans les bureaux, en classe ou un peu partout. C'est-à-dire que c'est des sujets qui les touchent. Ils se rendent compte que parler d'eux-mêmes et de ce qu'ils traversent, ça les aide aussi à fonctionner avec leurs parents, à fonctionner avec l'institution, à fonctionner avec des injonctions qui sont parfois contradictoires. Et au-delà de la posture qu'on peut avoir, nous, en tant que professionnels d'accueil par rapport à cette parole, au-delà de cette attitude un peu bienveillante qu'on peut avoir avec eux, moi, je pense qu'il est important aussi qu'il y ait à la fois cet accueil quotidien, mais qu'il y ait aussi ponctuellement des actions qui disent qu'on est engagé sur ces sujets-là. Parce que c'est des actions qu'on relaie aussi à la fois auprès des élèves, mais auprès de l'ensemble de la communauté éducative. Et là, je pense évidemment aux professionnels, mais je pense aussi aux parents et de manière plus élargie à toute une communauté qui connaît ces jeunes et avec lesquels on travaille. Dans l'éducation nationale, rapidement, pour ceux qui sont dans le milieu, on a des choses qui sont en place pour les jeunes et pour les accompagner dans leur parcours, c'est-à-dire des choses pédagogiques avec l'aménagement aux examens, avec l'idée qu'on aménage leurs emplois du temps, avec l'idée qu'ils ont accès à leur traitement parfois. Pour autant, ça marche pour des élèves qui sont identifiés, qui sont pris en charge. Je pense qu'il est vraiment important que l'idée de la santé mentale soit une idée qui est pour tous et par tous. C'est-à-dire que moi, je pense que ça ne peut pas appartenir uniquement à des professionnels de santé tels que le médecin scolaire ou l'infirmière ou le psychologue de l'éducation nationale. Mais il faut bien qu'on se rende compte qu'on est tous acteurs là-dedans pour essayer d'accompagner les jeunes dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, notamment avec l'idée quand même que quand on est adolescent aussi, il y a une espèce d'exacerbation des passions, il y a un phénomène hormonal, il y a une entrée dans la vraie vie, dans la vie d'adulte.
Il y a évidemment, j'y reviendrai pas, mais l'idée de Parcoursup et de la réforme du bac aussi qui ont été extrêmement anxiogènes pour l'ensemble de la communauté. Je ne sais pas si mon propos était très clair. Ce que je voudrais dire simplement, moi, aux gens de l'éducation nationale qui nous entendent aujourd'hui, c'est que on se sent parfois un peu démunis dans nos fonctions parce qu'on a le sentiment que c'est pas notre métier de faire ça. Alors effectivement, c'est pas le cœur de notre métier, mais ça le devient puisque on voit bien nécessairement que on a de plus en plus d'élèves qui vont pas bien, en tout cas qui l'expriment. Et donc, il faut bien qu'on en fasse quelque chose de ça, si on se regarde un peu. Et donc, pour en faire quelque chose, il faut, je crois, aller chercher les idées qu'utilisent les uns et les autres. Et c'est ce que nous, on fait dans nos pratiques pour se dire qu'est-ce qui fonctionnerait mieux chez moi. Moi, je pense que la santé mentale, il faut en parler aujourd'hui, comme on parle du cancer ou d'un tas de choses dont on ne parlait pas avant. Je pense qu'il faut absolument sortir de l'idée que c'est un tabou. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Moi, j'ai une question complémentaire. Qu'est-ce que vous avez observé dans votre établissement maintenant que ça fait 2 années que vous avez pu faire ces interventions et qu'est-ce que ça génère finalement? Quel est l'impact? Alors, au départ, quand on s'est engagé sur cette action-là, je vous avoue que les gens autour de moi étaient un peu rétifs parce qu'ils pensaient que parler de santé mentale allait finalement contaminer toute la communauté et que finalement, si quelqu'un se mettait à parler d'idées noires, par exemple, tout le monde se mettrait à avoir des idées noires, ce qui, à mon avis, est une bêtise de penser ça. Et bien au contraire, en fait, l'idée des interventions est venue de toute façon, ces idées noires, elles existent, elles sont là, et que l'idée, c'est justement d'en parler. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'à l'issue des conférences, les intervenants qui sont en place, c'est-à-dire le psychiatre, la psychiatre, le psychologue, mais aussi Nathalie et Joachim qui interviennent, répondent aux questions. Et puis, on a mis en place tout un tas d'outils sur l'ENT du lycée, d'outils numériques, mais d'outils papier aussi, à travers les brochures de psy.com, à travers, vous en avez parlé, du guide de Suricat sur le guide toulousain en santé mentale, mais pour que les jeunes puissent trouver des ressources à la fois réelles, à l'issue de la conférence, physique, je veux dire, aussi qu'ils puissent identifier des personnes au sein de la conférence en se disant, tiens, la CPE, peut-être, elle fait partie du truc, donc je pourrais peut-être aller lui parler, mais il y a aussi l'assistante sociale, et puis leur donner un petit peu des référents établissements pour qu'ils puissent au moins aller déposer leurs paroles et que nous, après, on puisse travailler et les orienter correctement. Donc, on n'a pas eu de phénomène hémorragique d'élèves qui sont venus tout d'un coup aller très mal, mais au contraire, on a pu identifier des situations de jeunes qui avaient besoin d'aide. Et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup pour ce complément, parce qu'effectivement, on peut entendre ces craintes-là, ces résistances-là, et qui sont légitimes, mais de voir que des programmes comme ça, en fait, permettent d'apporter des réponses, d'orienter et de soutenir, en fait, de manière précoce. Or, il y a un vrai enjeu de soutien, de prise en charge, même si j'aime pas tellement ce terme-là, mais en tout cas de pouvoir orienter et trouver du soutien le plus vite possible quand on va pas bien. J'ai un petit chiffre à partager juste parce que je trouve qu'il est édifiant. On estime que une personne qui vit avec des troubles de l'humeur ou des troubles schizophréniques va mettre entre 7 et 8 ans avant d'avoir un diagnostic. Or, souvent, le diagnostic, il ne s'agit pas de mettre un diagnostic à tout le monde, mais on sait qu'avoir en tout cas un éclairage sur la nature de ces troubles permet d'avoir des réponses thérapeutiques adaptées. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur. Et donc, en fait, c'est 7 à 8 ans, souvent d'errance, d'isolement, de solitude, de honte. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de pouvoir en parler et savoir qui peut m'aider, qui est soutien, qui peut m'orienter. Merci beaucoup à vous trois. On va prendre le temps de répondre. Il y a beaucoup de réactions, de partages dans le chat. J'ai pas tout suivi, mais j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre.
Et n'hésitez pas à regarder dans le chat parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions à la communauté des participants pour savoir s'il y a des initiatives, notamment d'ateliers CPS sur le sujet. Donc, si vous en avez connaissance ou vous en faites partie, n'hésitez pas à vous manifester et peut-être à donner, partager un contact ou à passer par nous pour partager un contact pour vous mettre en relation. Alors, on démarre les questions. Bonjour Madame Giffard, je suis psychologue sur un PAEJ depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis sur un bassin où il y a de nombreux collèges et lycées. Néanmoins, ça reste difficile de travailler de manière continue avec l'éducation nationale, hormis quelques psys. Que préconisez-vous afin de travailler de manière continue et pouvoir proposer des groupes à destination des collégiens et lycéens? Alors, je partage complètement cet avis. Je pense que c'est très difficile de travailler entre nous, entre partenaires interdisciplinaires, parce que nous n'avons pas cette culture. Nous avons la culture de travailler en local finalement et de ne jamais nous poser la question de savoir finalement comment le jeune est pris en charge ailleurs et comment on peut essayer de travailler ensemble. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a peu de moyens pour le faire, on le sait, on a peu de temps. Dès qu'il s'agit d'aller se déplacer pour aller dans des réunions à l'extérieur, pour parler avec des professionnels, bah, c'est difficile. Moi, je crois quand même beaucoup au réseau qu'on se fabrique au quotidien dans nos professionnalités. Sur Toulouse, nous, on parvient de plus en plus à travailler, je crois, avec des professionnels de santé, que ce soit les hôpitaux ou en libéral, pour se faire confiance et être capable de partager des secrets. Puisque la question, elle est aussi là, hein, elle est aussi dans l'idée des secrets qu'on peut partager, puisque bah, parfois, la réponse, en tout cas que moi j'ai pu entendre quand je venais un petit peu chercher des idées pour certains de mes élèves, c'était aussi l'idée du secret médical et du secret professionnel. Moi, je crois qu'il faut aussi être capable d'être parfois dans des secrets partagés pour travailler ensemble à des solutions. Et ce qui permet aussi de lever des tabous aussi sur pas mal de sujets, notamment avec les enseignants qui parfois peuvent être un peu rétifs et on le comprend à accueillir des élèves dont ils ne savent rien, mais dont ils savent que ils sont en souffrance et voilà, ils ont le sentiment de marcher sur des œufs. Alors que je crois vraiment qu'il faut qu'on soit capable de se parler, de se dire les choses sans que ça prenne des proportions gravissimes. Voilà. Donc, quelle technique? Ben, je sais pas. C'est-à-dire sur le plan, je pense qu'il faut appuyer pour avoir des ressources professionnelles. Moi, j'en suis convaincue, parce que sinon, ça veut dire que tout ça se fait sur la forme du bénévolat et du volontariat. Donc ça, c'est difficile. Et je crois qu'il faut que nous, chacun dans nos professions, on insiste pour rencontrer des partenaires extérieurs, pouvoir se contraindre à faire ces temps de réunion, ces temps de concertation et travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup Virginie pour votre réponse. Alors, deuxième question. Bonjour, pensez-vous que les réseaux sociaux accentuent les problèmes de santé mentale? Alors, j'ai envie de poser la question à Gilles et Nathalie. Qui commence? Gilles. Ouais. Alors, je veux bien commencer. Je pense qu'on peut pas trop poser la question de cette façon. Enfin, je la prends comme elle est, cette question, mais je crois pas qu'on puisse tirer une conclusion directe de ça. Il faut peut-être couper votre caméra pour qu'on vous entende bien. Alors, on a pu dire effectivement, notamment sur la... Alors, ça y est. Merci. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, c'est parfait. C'est parfait, merci. Je disais, oui, effectivement, la question des réseaux sociaux. Voilà, la question des réseaux sociaux, effectivement, elle s'est beaucoup posée autour de la question du harcèlement scolaire, notamment. Donc, effectivement, il y a des interactions avec la question de la santé mentale. Je pense pas qu'on puisse qu'on puisse corréler ça directement l'un avec l'autre, parce que on peut aussi dire que les réseaux sociaux, ça peut être la voie pour maintenir des liens d'entraide avec certains proches. Hein, voilà, il y a ça aussi, ce versant-là. Mais c'est vrai que voilà, la question, comme toujours en santé mentale, c'est quelle place les réseaux sociaux prennent pour tel jeune, à quel point ils peuvent devenir
envahissant pour lui et voilà, qu'est-ce qu'il en fait? C'est surtout ça en fait qui va permettre de déterminer s'il rajoute une problématique. Ok, merci Gilles. Nathalie? Oui, alors, moi j'ai 55 ans, donc les réseaux sociaux dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Donc j'ai pas d'expérience là-dessus. Par contre, je vois chez les plus jeunes que parfois j'accompagne ou à la clinique, je vois qu'ils sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Peut-être que, comme a dit Gilles, il y a du bon et du moins bon dedans. Je sais pas trop là. Franchement, je suis pas qualifiée pour répondre. Et peut-être ce qui me vient, moi, c'est effectivement, si on regarde par exemple la Maison Perchée, c'est grâce aux réseaux sociaux, ils sont sur Discord, qu'il y a vraiment un espace de communauté d'entraide extrêmement précieux et puissant. Mais effectivement, c'est peut-être comme tout dans la vie, c'est l'intensité, Oui, l'excès ou pas de réseau. Est-ce que ça me coupe de mes liens sociaux ou pas? Et c'est sûr que ce qui est sûr, c'est que ça fabrique du risque. Mais comme on le disait au début, la santé mentale, c'est pas qu'il n'y ait plus de risque. C'est comment je traverse ça, je développe des ressources et ça ne nuit pas à mes capacités relationnelles et à mener ma vie quotidienne. après, la maison perchée, c'est un outil très précieux parce que moi, j'ai eu des patients qui étaient dans des territoires très, très isolés, loin des villes, et ils se sont connectés à la maison perchée. Ils ont pu faire tout un parcours remarquable grâce à l'aide de la maison perchée. Donc oui, c'est vraiment une bonne chose. Quand on est dans des zones un peu isolées où il n'y a pas il y a peu en tout cas de réponses. Alors on continue. Comment mieux accueillir la détresse mentale et dans les cas où une orientation est nécessaire, comment orienter vers les services de pédopsychiatrie alors qu'ils sont saturés? De même, les délais en CMPP ou en CMPEA sont très longs. Alors, CMPP, ce sont les centres médicaux psychopédagogiques, donc c'est les lieux de consultation en ville pour les enfants. CMPEA, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Peut-être Gilles, vous pouvez nous éclairer. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est un statut associatif. En tout cas, c'est à peu près Ah oui, ok. c'est aussi un peu la même chose que le CMP pour enfants. Bon, voilà, il y a plusieurs dénominations selon les réalités locales de ces dispositifs-là, qui sont les dispositifs de consultation de pédopsychiatrie. Alors, c'est une question difficile parce que, bah, effectivement, c'est difficile de faire de la pédopsychiatrie sans la pédopsychiatrie. Effectivement, on va pas cacher le fait que ça soit en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, bah, il y a un écart entre les besoins de la population et la capacité des dispositifs de soins sanitaires classiques d'accueil. Voilà, donc ça c'est un constat que chacun connaît. D'ailleurs, j'ai vu passer sur le chat plein de gens qui faisaient des réactions à ce sujet-là. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut pas s'habituer à cette situation anormale, mais pour autant, on peut pas non plus rester dans un état, j'ai envie de dire, de désespoir. Et il faut essayer de multiplier les solutions et les lieux d'ancrage. Il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi la maison des adolescents. Ça dépend là encore une fois des territoires. La maison des adolescents. Il peut y avoir des ressources internes au sein de l'établissement lui-même. Infirmière scolaire, psychologue de l'éducation nationale. Évidemment, pour un jeune qui a une famille, il y a peut-être un médecin généraliste, voilà, qui peut être aussi une porte d'entrée, voilà, qui va lui-même avoir son propre réseau. Voilà, c'est difficile, voilà, de répondre puisque là, on voit bien que c'est au cas par cas des situations, mais effectivement. D'où aussi, alors j'ai envie de dire que ça rajoute aussi une nécessité à la précocité de l'action, de l'orientation vers le dispositif de soins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord, où on a bien compris que c'était nécessaire, il va se passer un certain temps
parfois, malheureusement, pour que le jeune puisse y accéder. Voilà. Donc, effectivement, essayer par le biais des différents réseaux professionnels, aussi bien au sein du milieu scolaire qu'avec le médecin, de trouver des solutions intermédiaires. Et voilà, enfin, ça me semble important cette réponse, c'est-à-dire de ne pas négliger les soutiens intermédiaires, comme vous dites, Gilles, qui peuvent être apportés et dans ces situations où effectivement les services de pédopsychiatrie, c'est parfois très très difficile d'y avoir accès, et en même temps de voir la ressource que ces autres professionnels peuvent apporter dans certaines situations. Et en même temps, j'ai envie de dire, et parce que je le vois un peu passer dans le chat, c'est effectivement, il ne s'agit pas d'être psychiatre à la place du psychiatre ou psychologue à la place du psychologue. Et vous l'avez dit, Virginie, être dans une écoute attentive, active, c'est pas être psychologue. C'est juste dire à quelqu'un, un jeune, je suis là. Et de pouvoir orienter ou aider le jeune à dire vers qui tu pourrais te tourner, c'est qui les personnes en qui tu as confiance. Et comme vous le disiez, Gilles, quelquefois, le médecin de famille, par exemple, c'est un interlocuteur formidable pour accompagner un jeune ou les parents aussi, ou les proches. Alors, on continue. Comment les employeurs et les responsables RH peuvent-ils intégrer des programmes de sensibilisation à la santé mentale pour les jeunes travailleurs dans leur pratique professionnelle afin de favoriser un environnement de travail inclusif et préventif? Alors, peut-être que je peux y répondre à cette question parce qu'effectivement, c'est une partie de mon activité, du travail qui est fait au sein de la Fédération Santé Mentale France. C'est comment faire pour que tous les acteurs, et donc là, on voit bien, c'est l'engagement de l'éducation nationale, mais il y a le même travail à faire du côté des employeurs et des acteurs économiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives de sensibilisation qui sont faites exactement sur le même principe que celui proposé par Nathalie, Virginie et Gilles et Pauline sur voilà, comment on sensibilise les jeunes. On sensibilise les RH, les managers, grâce à des conférences où il y a justement des personnes concernées qui viennent témoigner, exactement comme le fait Nathalie, pour qu'on puisse s'identifier, en fait, et qu'on ne mette pas ce sujet à distance. Comme le disait Virginie, pour que ça ne soit plus un tabou et qu'on puisse en parler et que ça existe et que la personne puisse s'exprimer si elle en a besoin. Il y a des outils qui existent aujourd'hui, tels que des fresques pour parler de la santé mentale au travail. C'est formidable. En 3 heures, les RH sont sensibilisés. On articule ça avec les risques psychosociaux. C'est des super outils qui sont ludiques, pédagogiques et très efficaces, où chacun peut trouver le rôle qu'il a à jouer. Il y a la formation premier secours en santé mentale aussi qui est déployée dans les entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, petit à petit, on a de plus en plus d'outils et on essaye d'en parler un peu partout, notamment dans le monde du travail et de la formation, pour effectivement qu'il y ait cette espèce d'ouverture d'esprit, de non-stigmatisation et qu'on s'empare tous du sujet. Alors, l'école est-elle telle qu'elle est pensée actuellement, participe-t-elle réellement au bien-être des jeunes et à l'estime d'eux-mêmes? Et ce, malgré l'engagement de certains personnels sur ces questions-là, avec peu de moyens. Alors, Isabelle, vous nous posez quand même une question qui n'est pas très facile. C'est sûr que de la même façon que dans le monde du travail, il y a des enjeux autour du bien-être et comment on participe à créer des environnements promoteurs de bien-être, promoteurs de santé mentale. C'est des vrais enjeux sociopolitiques. Ce qui peut être peut-être intéressant, Virginie, c'est d'avoir votre regard là-dessus et de dire voilà qu'est-ce qu'on arrive à faire aujourd'hui pour tenir compte de ces enjeux-là et peut-être de plus en plus. Alors je partage ce qui est dit de manière sous-jacente par cette question, c'est-à-dire que on s'aperçoit, je l'ai dit brièvement tout à l'heure, on s'aperçoit aujourd'hui que l'école
avec ces grands mots de bienveillance, finalement, joue pas vraiment ce rôle-là et que tout ça est un peu parfois démagogique parce qu'on s'aperçoit effectivement que la réforme du bac a abîmé l'estime d'eux-mêmes de nos élèves et a favorisé l'anxiété. Ça, on ne peut pas dire le contraire. La réforme de Parcoursup où les élèves ont le sentiment d'être jugés de manière totalement informatisée avec des histoires de coefficients, ça n'a rien arrangé parce que ça a complètement déshumanisé, enfin c'est le sentiment qu'ont les élèves et les communautés avec les parents, complètement déshumanisé leur dossier, leur profil. Alors moi je partage ça, je pense qu'on est nombreux dans l'éducation nationale à partager ce sentiment-là. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que la réalité, elle est là et elle nous rattrape. C'est-à-dire que effectivement, l'école institutionnellement, elle est violente. L'école institutionnellement, elle produit aussi des violences. Mais je crois que si nous, on arrive individuellement avec nos profils, nos particularités professionnelles, je le redis, nos particularités professionnelles qui sont nos postures, parce que une CPE fera pas le même travail qu'une infirmière scolaire, ni qu'une psychologue de l'éducation nationale. Mais si chacun, je dis chacune, beaucoup de femmes encore une fois, si chacun d'entre nous fait son rôle, joue son rôle à plein, je crois qu'on peut se poser la question d'un travail commun autour de l'idée que quand tu es un jeune, tu peux être entendu par quelqu'un, que ta situation soit très grave ou qu'elle te semble moins grave, tu vas trouver un interlocuteur pour parler de toi, parler d'avenir, parler de soins. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Même si je partage l'idée que l'école, elle est dure, elle est violente, oui. Donc, comment favoriser... Oui, est-ce que vous nous dites... Pardon, juste comment favoriser le travail de tous. Je pense que la première chose, c'est de ne pas faire semblant que ça n'existe pas et de ne pas renvoyer la balle sans arrêt à l'autre et de se dire que c'est un problème qu'on a en commun. Et qu'on a aussi en commun, je tiens à le dire, avec les enseignants qui sont dans l'évaluation et qui, du coup, se retrouvent violents parce qu'ils évaluent des élèves qui parfois traversent des situations difficiles. Et je pense qu'il faut les entrer aussi progressivement dans l'idée que la santé mentale, c'est pas que les autres, c'est eux aussi et qu'ils ont évidemment une part à jouer. Voilà. Oui, moi, j'aurais voulu rajouter par rapport à ce que disait Virginie. Alors, pour revenir d'abord sur ce qui s'est dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas aller de soi. On a eu quand même, quand on a lancé ce projet, plusieurs refus d'établissements qui ne voulaient pas de cette sensibilisation. Et encore maintenant, on en a eu d'autres, des refus, alors même que le projet a montré qu'il fonctionnait, ce qui montre bien que l'institution éducation nationale est un peu ambivalente, comme l'a très bien dit Virginie tout à l'heure par rapport à cette question-là. Et aussi pour tempérer un petit peu cette question, même si je la comprends très bien, je voudrais aussi dire aussi qu'il y a des jeunes pour qui l'école, il y a des adultes qui le racontent très bien, l'école a été une chance, voire les a sauvés aussi. Je pense qu'il faut aussi pouvoir dire ça, c'est-à-dire que malgré tous ses défauts, malgré toutes ses difficultés, eh bien l'école c'est un lieu de rencontre, de socialisation, de liens, et pour certains, au vu de leur histoire, de leur parcours personnel ou familial, c'est une grande chance qu'elle existe aussi, malgré toutes ces difficultés. Voilà, je voulais le dire. Oui, merci Gilles. Et on voit bien tous les enjeux d'équilibre, effectivement, entre des systèmes qui sont parfois un peu maltraitants et en même temps, des efforts qui sont faits, des rencontres avec des personnalités et ne pas négliger ça. En tout cas, on retient qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on est tous concernés par ça et comment chacun on peut être vecteur, dépasseur et vigilant. Le temps tourne, je suis désolée, il y a énormément de questions auxquelles on n'a pas pu répondre et des sujets passionnants qui ont été soulevés, mais on ne va pas pouvoir répondre à tout. Je voudrais juste signaler, j'ai vu passer dans le chat qu'il y a une personne qui a créé un groupe sur Tribu, qui est une plateforme pour créer des groupes de réflexion partagés qui s'appelle Sensibiliser les jeunes aux questions de santé mentale. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez envie de développer des projets, de déployer des projets, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs participants qui ont envie de faire des choses ou qui font des choses. Je pense notamment, j'ai vu
C'est quelqu'un qui organise dans des groupes de 5e, qui passe le film Le Cosmos mental du Psychome, qui est un film d'explication sur la santé mentale et les troubles psychiques et le rétablissement. Donc, c'est vrai que on a certainement intérêt à mettre en commun toutes les énergies, les initiatives. Je reviens aussi peut-être sur la pédopsychiatrie. J'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui disait « N'oubliez pas de parler des services de réhabilitation psychosociale ». Effectivement, il y a plein. En fait, il ne faut pas hésiter à aller chercher, en fait. Il y a quand même, certes, des files d'attente épouvantables dans énormément de dispositifs, et en même temps, on est quand même dans un pays où il y a une multitude d'initiatives, parfois des choses qui sont pas connues, qui sont au niveau local, et ça vaut le coup d'aller chercher, ça vaut le coup de se renseigner, de se mettre en relation, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives formidables, mais qui sont pas forcément connues de tous. Donc voilà, faut pas hésiter à se mettre en relation, à demander des conseils, à explorer et pour trouver de la ressource. En tout cas, merci infiniment à vous trois d'avoir témoigné de votre regard, votre expérience, votre savoir et vos observations. C'est extrêmement précieux, ça donne plein d'énergie, plein d'envie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voilà, ont envie de faire des choses en lien avec l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les associations. Donc voilà, maintenant il faut essayer de faire vivre tout ça. N'hésitez pas à répondre à notre petite enquête de satisfaction, parce qu'on est amené à continuer ces webinaires parce qu'il y a un grand succès. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux à nous écouter, et on vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.